Bonsoir, mesdames, messieurs, très heureuse de vous avoir très nombreux en train d'attendre notre grand rendez-vous d'actualité. Bienvenue dans votre émission Questions d'actualité, cette nouvelle émission qui est consacrée essentiellement sur les sujets d'actualité, cette actualité qui reste dominée par plusieurs divers sujets. Je suis très heureuse de recevoir ce soir pour vous Vital Caméré. Bonsoir, monsieur Caméré. Bonsoir, madame Barbara. Tout le monde vous connaît déjà, mais je dois vous présenter encore. Vous êtes le président de l'Union pour la nation congolaise, c'est bien cela. Comment se porte ce grand parti politique? Nous sommes très heureux puisque au regard des dernières enquêtes qui ont été faites, aussi bien par des ONG respectables et crédibles internationales que par des institutions nationales telles que Sango Malamu nous place en tête dans beaucoup de coins de la République, tout comme ça place les leaders du parti. Je ne suis pas le seul, les autres en bonne position. Ça nous encourage et en même temps ça nous incite à faire mieux, c'est-à-dire nous sommes convaincus que nous sommes dans la bonne direction. Vital Caméré, vous-même, comment vous portez votre morale au regard de toutes ces différentes pressions que vous avez internes? Comment se porte votre morale? Vous tenez le coup quand même? Je vais paraphraser Jacques Chirac qui disait qu'un homme politique, il parlait de lui-même. Qu'on ne parle pas de lui un seul jour, en bien comme en mal, il se sent mal à l'aise. Donc je dois vous dire que je serais très heureux qu'on parle du bien ou de peu des choses positives que nous faisons. Mais si on caricature la vérité en utilisant chaque fois mon nom, ça ne me dérange pas. On me fait venir à la Cour suprême de justice, au tribunal de paix. Ça ne me dérange pas non plus, à partir du moment où ma conscience est tranquille. C'est ça aussi être un leader. Quand vous entrez dans la cour des grands, vous devez vous attendre à ce genre de choses. Vous pouvez ramasser des tomates comme John Bush avait loupé la chaussure, un soulier. C'était un Irak, si mes souvenirs sont bons. Le pape Jean-Paul II, le plus célèbre des papes que nous avons connu jusqu'à présent, à ma connaissance, a échappé à la mort. Et je peux vous citer une longue liste. Donc, je me porte bien particulièrement. On parle de cette pression précisément justement par rapport à cette affaire qui quitte plusieurs instances judiciaires. Et vous étiez à la Cour suprême, aujourd'hui à la Cour constitutionnelle. Il faudrait bien préciser que c'est par votre propre volonté. C'est-à-dire, j'ai voulu être traité en justice, c'est ça? Non, le fait que l'affaire quitte la Cour suprême et qu'aujourd'hui c'est renvoyé à la Cour constitutionnelle. Vous savez que ce pays marchera très bien quand nous allons comprendre que chacun doit faire son travail. Il ne faut pas qu'un économiste fasse le travail d'un juriste ou un médecin fait le travail du sociologue. Pourquoi nous avons des avocats? Et quand mes avocats me disent qu'à partir du moment où on a installé la Cour constitutionnelle, puisque jusque-là la Cour suprême au terme de la loi faisait office de la Cour constitutionnelle jusqu'à l'installation effective de la Cour constitutionnelle. On installe la Cour constitutionnelle, nous avions une requête en inconstitutionnalité parce que nous avions jugé certaines choses dans ce procès-là inconstitutionnelles. Nous avions vécu ce qu'on peut appeler une parodie de justice en date du 20 mars où nous avons eu en une journée des arrêts contradictoires, un arrêt qui nous renvoyait au 8 mai pour nous donner réponse à notre requête sur l'inconstitutionnalité. Et notre arrêt fabriqué lundi 23 a modifié l'arrêt rendu l'avant-midi le 20. Évidemment, on a antidaté les arrêts portés la même date pour dire que l'affaire était vidée à ce niveau-là. Mais lesquels des deux arrêts on devait prendre, c'est comme ça que mes avocats sont montés au créneau. Ils ont fait d'abord une conférence de presse parce que nous devons travailler dans la transparence. L'indépendance de la justice ne veut pas dire qu'on doit cacher le mal que la justice a tendance à faire aux justiciables. Et par la suite, comme je le disais, nous devrions donc nous référer à la Cour constitutionnelle. Nous avons introduit la requête par le soin de mes avocats. Et comme vous l'avez bien compris, on m'avait demandé encore de revenir à la Cour suprême le lundi passé.
nous sommes allés, d'après l'exploit qui m'avait été envoyé, je devais me présenter dans la salle ordinaire et puis on nous a demandé d'aller à la bibliothèque, c'est-à-dire la documentation sur l'avenir de Surcouf. On nous a demandé de retourner à la Cour suprême. Pour finir, nous étions au Surcouf. Et la dernière cartouche de mes avocats. Vous avez l'air très serein en parlant de cette affaire. Peut-être, mais je voudrais que vous puissiez préciser une opinion qui est en train de spéculer justement sur le fait que Madame Moleka s'est désengagée de cette affaire. Aujourd'hui, c'est le ministère public qui l'a récupérée. C'est bien cela? Non, ce n'est pas une spéculation. L'avocat de Mme Yvine Moleka était très clair. Maître Madani Wamba, il a dit, je ne sais pas ce que je viens faire ici. M. Kamere a beaucoup de tâches à accomplir dans sa vie. Le faire venir chaque semaine ici, vous lui perdez du temps inutilement. D'autant plus qu'au niveau de ma cliente, l'affaire était déjà terminée. Et si je suis là, aujourd'hui, ça c'est l'avocat qui parle, c'est parce que le ministère public a attaqué le jugement de la grande instance et le tribunal d'Aliema. Donc, moi-même, j'y suis parce que la ministre de la Justice de l'époque avait donné injonction au procureur général de la République pour attaquer les jugements qui avaient été rendus par des instances judiciaires. Et la question qui convient à se poser ici, puisque les ministres de la Justice donnent injonction au procureur général de la République, ça passe peut-être dans l'opinion, mais il est fait pour protéger quel intérêt de l'État qui était en jeu. Et lors qu'il s'agit d'un rapport d'observation des témoins dans les bureaux de vote. Le ministre n'est pas dans ses prérogatives. On ne parle pas de prérogatives, moi je n'ai pas mis l'opportunité. Pourquoi tout un ministre ou une ministre va s'élever contre une décision de la justice pour attaquer? Et à la fin, on a lu dans son document, il avait dit que les magistrats ou les juges qui avaient siégé sur mon affaire à Soumara au niveau de la grande instance de la Gourbet devaient être sanctionnés parce qu'ils n'ont pas obéi à la hiérarchie. Et ils ont été effectivement sanctionnés. On va évoluer, il y a plusieurs sujets. Ce que j'aime chez vous, je crois que ce qu'il vous faut, c'est effectivement le ministre de la Communication que vous connaissez bien. Alors il faut laisser les gens. C'est votre point de vue. Alors je dis ceci. Soyez bref, s'il vous plaît. Les juges avaient été effectivement sanctionnés. Ils ont perdu leur salaire. Et il y en a une qui est exilée à ce jour. Donc c'est bon, puisque vous voulez que l'opinion sache. La vérité, c'est celle-là. Mais nous attendons la Cour constitutionnelle. Je suis heureux que mon affaire puisse constituer un premier test pour la Cour constitutionnelle. Mais justement, Vital Kamere, d'aucuns estiment que c'était l'une de vos stratégies pour justement mettre en œuvre la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse garantir son indépendance, mais aussi sa crédibilité. Vital Kamere, une toute dernière question avant de clore ce dossier. Est-ce que cela vous ralentit à la veille de la bataille électorale? Ça m'élève. Vous savez que le mal qui ne vous atteint pas vous élève, c'est public. Et puis les musiciens vous disent ça, c'était Ambila, Bazokata et Zokola. Vous savez, c'est une publicité gratuite. Et moi, je voudrais remercier l'ensemble du peuple congolais, puisqu'à chaque procès, il y a du monde à la Cour suprême. Quand vous s'élève, Ouvira, Fizi, Baraka, Walungu, Goma, et partout, les gens sont debout pour soutenir leur leader. C'est très bien. Peut-être que je ne savais pas que j'étais aussi important à ce point. Et je remercie toutes ces femmes, tous ces hommes, tous ces jeunes qui sont prêts à donner leur vie pour que si vous le voyez comme ça, recouvre ses droits. Si vous le voyez comme ça, c'est bien. Peut-être quand même une petite parenthèse, vous étiez aux États-Unis, il y a eu une petite sorte de malentendu avec un gars qui est venu vous crier dessus. C'était quoi exactement? Ça a été diffusé ici. Depuis lors, je ne vous ai jamais eu en interview. Il n'y a pas eu de malentendu, il y a eu 3 compatriotes congolais accompagnés de la première secrétaire de notre ambassade aux États-Unis. J'étais dehors encore dans la voiture qui me transportait quand j'ai reconnu la première secrétaire d'ambassade. Moi, je voulais saluer ma soeur, puisque la politique ne doit pas nous diviser. J'ai demandé au chauffeur d'être là sonné, il s'est retourné, il m'a reconnu. Il ne pouvait pas se dérober le nid et m'a salué. J'ai dit, tiens, vous venez à ma conférence. Il dit, vous n'aurez pas de problème avec l'ambassadeur. Il dit, non, je viens attaquer congolaise, mais derrière elle, on voit 3 gaillards et puis on me dit, ces 3 messieurs-là
généralement, ils dérangent les gens du pouvoir. Mais aujourd'hui, nous sommes étonnés, ils sont derrière la première secrétaire d'ambassade. Certainement qu'il n'y aura pas de problème. Peut-être qu'il faut venir vous protéger. Mais quand ils sont entrés dans la salle, avant qu'ils entrent, ils ont commencé à crier, à faire du bruit contre Là, vous êtes démoralisé? Non, au contraire, puisqu'ils étaient convaincus, puisque leur objectif c'était que M. Kamere n'entre pas dans la salle, mais c'était devant quel public. La conférence n'était pas destinée aux Congolais. Cette conférence était destinée à l'intelligence américaine. Il y avait le directeur de la communication de la Maison Blanche. Une sorte d'imprudence des organisateurs. Pas d'imprudence. Il y avait des professeurs d'université. Il y avait des anciens sous-secrétaires d'État en matière africaine. Ils voulaient comprendre cette république qu'on appelle démocratique du Congo, qui est grand, et nous avons voulu montrer effectivement que nous sommes un grand pays, qu'on doit nous respecter à travers le monde. C'est quoi que pour moi, j'ai dit avec... Cela vous fait plaisir d'être Kamere au centre des événements? Nous passons des événements, c'est ça la démocratie, il faut laisser les gens venir chaque dehors. C'est la démocratie. Vital Kamere, il y a eu le lancement du processus électoral déjà. D'abord le calendrier qui a été publié après plusieurs voix qui se sont levées pour solliciter la publication de ce calendrier. D'abord, avez-vous salué la publication du calendrier? Le continue. Nous avons salué la publication du calendrier et nous avons dit, puisque l'opposition, nous parlons désormais d'une seule voix. Et nous faisons une présidence rotative de l'opposition. Et je me souviens que c'était au siège de FONUS de M. Olengankovi. Nous avons dit que le calendrier, il est certes global, mais il n'est pas réaliste, il est même dangereux. Parce qu'assorti d'un budget de 1,150 milliard de dollars, 145 millions de dollars américains, pour dire cette propre qu'on réalise difficilement de l'eau de 4 milliards de dollars, nous disons que là, nous sommes dans une manœuvre de glissement. Nous avons dit aussi, par la CENI, nous avons dit lors de la publication du calendrier. Nous avons dit qu'un calendrier qui est assorti de 23 contraintes, dont 18 relèvent du gouvernement et 6 du Parlement, n'est qu'un brouillon, puisqu'un calendrier où il est calendrier électoral, c'est-à-dire la CENI, est prête à organiser des élections, ou c'est un calendrier avec des contraintes. Ça veut dire quoi? Si je vais produire de l'huile de palme, la contrainte c'est quoi? Il faut que j'ai les noix de palme, il faut que j'ai peut-être d'autres composantes, et il faut que j'achète avec l'argent qui est aussi la contrainte budgétaire. Tant que je n'aurai pas tous ces facteurs, je ne produirai pas l'huile de palme. Ça veut dire aussi que les calendriers qu'on nous donne de la CENI, je l'ai dit en des mots simples pour que les gens nous comprennent. C'est-à-dire les calendriers de la CENI a sorti de 23 contraintes. Donc la CENI elle-même a déjà des doutes sur la réalisation de ces élections. Et il joue au Ponce Pilate. C'est-à-dire pour dire, peuple congolais, moi CENI, voici les calendriers que je vous donne. Si ça ne se fait pas, c'est pas ma faute. Mais en réalité, la CENI sait très bien que ces calendriers, on met des élections locales et provinciales le même jour, alors qu'il ne s'agit pas des mêmes circonscriptions. C'est une manœuvre pour nous montrer d'abord au cas où on arrivait à faire ces élections-là, c'est-à-dire locales et provinciales, l'argent est fini, bon, on ne doit pas sacrifier la République pour les élections. Trouvons le moyen de faire une petite transition, on se partage le pouvoir, ils savent très bien que les politiciens congolais sont avides de pouvoir, ils vont venir. Mais là, j'ai dit, c'est une autre époque. Contrairement à vos propos, le gouvernement se dit prêt justement à essayer d'élaguer ces différentes contraintes, hein, M. Kamere. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement, vous non plus. Moi, je vous donne la position de l'opposition. Et moi, alors, vous, en tant que journaliste, gouvernement aussi. En tant que journaliste, vous rappelez la position du gouvernement et au public de juger. Voilà l'information. Donc, le gouvernement a parlé, laissez l'opposition parler et le peuple va nous juger. Vous le savez très bien. La CENI a demandé au gouvernement congolais pour la convocation des différents candidats, c'est-à-dire pour le dépôt des candidatures, 46 millions de dollars américains. Qu'est-ce que le gouvernement a dit, a donné à la CENI? 5 millions, s'il vous plaît. 5 millions. La CENI a refusé. Il y a une impasse déjà à ce niveau-là. Et nous, quand nous examinons depuis 2012,
jusqu'au premier trimestre 2015, la réalisation des dépenses de l'État inscrites régulièrement dans le budget, cette réalisation est de 15% seulement. Et ça, c'est qui respecte la loi de finances. Les autres réalisations se passent à travers les sous-comptes fantômes qu'on a créés dans les banques commerciales. Ça a été dénoncé à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre avait été interpellé là. Ça a été justifié aussi. Justifié par quoi? Il n'y a rien qui peut justifier du fait qu'on puisse briser l'unicité des comptes de l'État. Le compte du Trésor, il est unique. Et la loi des finances, quand on veut appliquer le budget de l'État, on sait qu'on parle du ministère du budget. Là, c'est la dépense qu'on est en train d'engager. On passe au ministère des Finances, on fait la liquidation, et puis la Banque centrale fait le paiement. C'est connu, mais on ne peut pas avoir des personnages inconnus qui puissent faire sortir l'argent de l'État à l'insu du ministre des Finances, à l'insu du ministre du Budget et à l'insu du ministre et du gouverneur de la Banque centrale. Je voudrais dire que ce calendrier au moment où nous parlons, il est déjà d'abord dépassé parce que, Madame Barbara Nzimbi et ceux qui nous suivent doivent se rappeler, vous avez ce calendrier. La première opération qui devait être faite jusqu'au 23 mai, au 23 mars 2015, c'était quoi? Vous vous rappelez très bien, c'était la loi sur la répartition des sièges. Cette loi-là, non seulement nous avons suivi, pour une fois, il a été sincère, les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Évariste Bochab a dit, cette loi-là n'est même pas encore au niveau du gouvernement adoptée. Mais quand est-ce que cette loi va arriver au Parlement alors qu'on nous demande de déposer les candidatures, c'est-à-dire à partir du 15 septembre? C'est une question très importante et je voudrais insister. Allez-y. Parce que on nous demande d'aller déposer nos candidatures des différents partis politiques de l'opposition comme de la majorité pour la députation provinciale. Et l'intervalle de temps qu'on nous donne, ça parle du 15 avril jusqu'au 5 mai. Mais entre-temps, nous sommes aujourd'hui, si je ne m'abuse, le 17 mai. Nous n'avons pas encore cette loi sur les sièges, mais on va déposer... Avril, hein. Nous sommes en avril. En avril, voilà, oui. Le 17 avril. Donc, nous n'avons pas encore cette loi qui répartit les sièges. Mais les candidatures, là, nous allons les concevoir suivant quelle cartographie électorale. Par exemple, si Barbara Nzimbi veut être candidate à Badolité, ça sera, est-ce que vous savez dans la nouvelle loi, ça sera combien de sièges? Vous ne savez pas. Vous allez être candidat à quoi? C'est ça la question. Donc nous sommes déjà en difficulté, nous sommes déjà en plein glissement. Et peuple congolais, réveillez-vous. Parce que pour nous, l'opposition, nous sommes en plein glissement, puisque chaque étape du calendrier qui n'est pas réalisée a un impact sur les étapes suivantes. Et nous l'avions déjà dit avant, que nous comprenions, c'était au fait un piège à éléphant, puisqu'on voyait, on vient piéger un petit oiseau avec un éléphant, mais on voyait, le piège était là, était visible. Donc nous savons très bien que l'objectif c'est d'empêcher la tenue des élections présidentielles législatives nationales. Mais pour nous, nous avons dit, à partir du moment où le délai d'organisation de ces élections-là, ce délai-là est constitutionnel, nous retenons la date du 27 novembre 2016. Vous êtes d'accord quand même avec le délai? Vous êtes quand même d'accord? Nous retenons la date du 20 décembre 2016 comme la date d'entrée en fonction et de prestation de serment du nouveau président de la République. Donc pour nous, les gens de la majorité qui dansent sur leur tête, qui s'agitent, qui disent que l'opposition n'est pas prête ou quoi, nous irons à l'élection présidentielle et aux élections législatives nationales. Quant aux élections provinciales, nous n'avons pas de problème. Nous demandons à la CENI de remplir les contraintes et je viens de vous démontrer que les deux premières contraintes posent problème. Donc quand on ne sait pas décaisser 46 millions de dollars américains, comment pensez-vous qu'on va décaisser 1,145 milliard de dollars? C'est pourquoi l'opposition demande ceci au vice-premier ministre de l'Intérieur. On lui a dit de présenter les plans de décaissement de ces 1,545 millions de dollars américains. S'il existe, et s'il n'existe pas, donc c'est un budget qui a été fait à la légère et on doit donc nous donner
rubrique par rubrique, ce qui représente. Mais justement, la CENI a publié la liste des différents bureaux des dépôts de candidature, justement suivant les normes de la loi sur la programmation des provinces, Vital Kamerhe. Cela ne vous rassure toujours pas. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça remplace la loi sur la répartition des sièges. La question ici est de savoir, Madame Barbara Nzimbi et les auditeurs qui nous suivent, est-ce que oui ou non, le vice-premier ministre de l'Intérieur lui-même a dit ça vous venez de le dire déjà. Mais alors, c'est que la question. Mais vous allez déposer vos candidatures pour quel siège? Comment saurons-nous qu'à Manon, nous en avons 5 ou 6? Comment nous allons le savoir? C'est ça la question. Le découpage dont on a parlé, la commission devait être mise en place et rendre ses résultats dans les 30 jours et que dans les 90 jours, les nouvelles provinces devaient être opérationnelles. On vous a dit qu'on a construit les nouveaux bureaux pour, par exemple, la province de Nord-Ubangi ou de Sud-Ubangi. Est-ce qu'on vous a dit qu'on est en train de former le personnel qui va travailler dans la nouvelle province qui aura comme moins qu'un chef-lieu de province? Les gens vont loger où? Ils vont travailler. C'est-à-dire, on est en train de créer des vous soulevez plusieurs problèmes en même temps. C'est parce que vous m'avez provoqué, vous avez parlé du découpage. Je ne suis pas contre le découpage. La position de l'opposition est simple. Découpage, oui, mais faisons la programmation. La programmation, ça veut dire quoi? Sensibilisation, préparation des infrastructures et des hommes. Et la province prend forme et on commence là où c'est facile. Alors, pour se rattraper, vous proposez un calendrier consensuel. Comment comptez-vous procéder à cela? Non, nous ne nous rattrapons pas. Nous sommes dans la logique de la contradiction-proposition. Quand on contredit le gouvernement ou la CENI, ça sont des vieilles méthodes. Nous avons dit nous sommes une opposition moderne. Ne nous limitons pas seulement à donner des leçons au gouvernement. Quand nous désormais, voilà, c'est pourquoi nous avons dit... C'est moderne, contrairement à hier. Il faut opérer des ruptures, madame. C'est ce que nous demandons à nos amis de la majorité. Nous devons changer tous, puisqu'il n'y a pas de diables d'un côté et des anges de l'autre. Nous sommes tous pécheurs. Mais nous avons fait notre repentance. Nous disons, désormais, nous allons commencer à vous critiquer, en même temps, vous dire ce que nous aurions dû faire si nous étions à votre place. C'est pourquoi nous avons dit, ne compliquons pas la chose inutilement. Faisons les élections provinciales et nous faisons l'élection présidentielle et les élections législatives nationales. Si ça se complique, il y a d'autres plans B. On peut faire les 3 élections le même jour. Alors, Vital Kamerhe, on va aller petit à petit pour bien comprendre. Jusque-là, l'UNC n'a pas encore présenté sa liste des candidats. C'est bien cela. Nous sommes unis, l'opposition en ce moment, parce que vous nous aviez toujours reproché. En tout cas, une partie de l'opposition. Il faudrait dire une partie de l'opposition. Vous savez qu'il quelques opposants sont plus réalistes que vous. Madame, il n'y a que... Eux sont allés déposer si vous appelez ça réalisme, c'est une très bonne chose. À partir du moment où c'est vous, sur ce plateau de télévision, qui m'avait dit que le peuple congolais souhaite que vous soyez rassemblés. Maintenant, nous sommes dans les rassemblements. Mais dans chaque rassemblement, il y a toujours des marginaux. Et nous sommes dans la démocratie. Si le grand nombre est ensemble, et que 5 ou 3 partis politiques, si nous avons suivi le vice-premier ministre de l'Intérieur, encore une fois de plus, nous dire... Les grands nombres ou les grosses têtes? Je voudrais vous dire, puisqu'apparemment vous ne vous informez pas régulièrement aussi. C'est votre point de vue. Voilà. Maintenant, je vous informe que il a été dit hier que jusqu'à la date d'hier, sur 477 partis politiques, 5 seulement ont déposé leur candidature, et pas si l'ensemble du territoire national. Et pour le parti de la majorité, il n'y en a qu'un seul qui a déposé. Il y a encore du temps, Vital Kamerhe, cela ne justifie pas votre approche. Non, il y a encore du temps. Je ne sais pas si vous avez compris d'où nous sommes partis avec votre question. Allez-y. C'est pour dire que les élections, c'est fait pour les différentes parties prenantes aux élections. Quand une question est à la fois un problème au sein de la majorité et de l'opposition, je crois qu'un gouvernement responsable doit s'arrêter pour dire non, il y a un problème. Cela pourrait se justifier aussi aux doutes qui gangrénaient les esprits des acteurs politiques qui pensaient qu'il n'y aurait pas à avoir des élections, etc. Aujourd'hui, finalement, il y a une publication du calendrier électoral. Ces mêmes acteurs politiques qui demandaient à ce qu'il y ait une publication aujourd'hui commencent à inventer des excuses. Qui a demandé qu'il n'y ait pas d'élection jusque-là? Je ne comprends pas. Vous avez suivi la question de Lutundula Pala hier? Il est de la majorité ou de l'opposition, Lutundula?
Est-ce que ce qu'il a dit là n'est pas crédible? Il a démontré, c'est un juriste chevronné, il est de la majorité. Il a dit on ne peut pas faire les élections dans ces conditions-là. Et il a épousé le point de vue de l'opposition. Il ne faut pas fatiguer les gens avec les élections locales, municipales et autres, pour lesquelles vous ne savez même pas donner le nombre d'organes ou d'entités sur l'ensemble du territoire national. Pour lesquelles vous ne savez pas comment vous allez équiper 1500 bureaux. Et déjà avec 165 bureaux, on avait des problèmes. Et quand on sait que ces élections-là n'ont pas les mêmes circonscriptions que l'élection provinciale. Ce que nous disons ici, c'est que nous sommes devant une impasse. Et quand on est devant une impasse, les intelligences doivent travailler. L'opposition n'a pas attendu, l'opposition a fait sa proposition. Nous attendons que la majorité au pouvoir fasse une contre-proposition. Il y aura certainement des points de connexion où chacun va se retrouver avec une position qui ne sera pas nécessairement la sienne, mais qui sera une position de compromis. Cette question doit être débattue à deux niveaux, c'est-à-dire, comme le prévoit la loi électorale, au niveau du Parlement, mais aussi donc, au sein de la classe politique, c'est-à-dire la politique extra-parlementaire, au travers d'un dialogue. C'est bien cela. Il ne faut pas oublier qu'il y a une commission électorale nationale indépendante, madame. Nous, les politiques, nous avons tenu notre réunion et nous allons bientôt demander officiellement de rencontrer le bureau de la CENI pour demander suite à notre requête, à notre proposition. Et que si la CENI estime que cette proposition-là, il y a des questions qu'elle n'arrive pas à comprendre, nous allons éclairer sa lanterne. Donc nous sommes ouverts. Avec vos experts en matière électorale? Ils seront avec nous. Et nous serons là. Nous sommes dans une démarche constructive. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui se prend pour un expert en matière électorale. Vous ne pouvez pas empêcher à tout le monde de penser qu'il est tout le monde. Ça, c'est son droit. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas tout le monde. C'est ça, c'est la vérité aussi. Alors, Vital Kamerhe, vous êtes pour le dialogue, oui ou non? Des dialogues de quoi? Et pour faire quoi? Le dialogue prôné par l'UDPS aujourd'hui. L'UDPS a prôné le dialogue. Expliquez-moi un peu parce que je ne comprends pas. Il faut être clair quand vous posez votre question. L'UDPS a proposé à ce qu'il y ait un dialogue, c'est-à-dire avec une médiation de la communauté internationale qui sera représentée par Martin Kobler pour justement discuter de ces différentes questions. C'était en tout cas à la veille de la publication du calendrier électoral. Et qui seront parties prenantes à ces dialogues? Vital Kamerhe, vous avez bien suivi. Malheureusement, je ne peux pas répondre à votre question. L'UDPS a proposé à ce qu'il y ait un dialogue entre Kabila et l'UDPS, c'était terrible. Voilà. Donc voilà, vous avez bien suivi. Vous avez bien répondu à ma question. Je n'ai pas répondu, j'ai éclairci la question. Voilà. Je n'ai pas répondu à votre question. Vous avez éclairé mon opinion. Et c'est ce que je voulais pour ne pas taper à côté. Donc l'UDPS, à la proclamation des résultats du 28 novembre 2011 par la bouche du président Etienne Tshisekedi, avait crié haut et fort, et nous avons relayé ça, nous tous, que le président Kabila avait triché, et cette tricherie était même honteuse, et que c'est Etienne Tshisekedi qui avait gagné. Une tricherie qu'on n'a jamais pu prouver jusque-là. La communauté internationale, la communauté, je ne sais pas, considération des spéculations, allez-y. Hein. Je crois que nous tous, heureusement, nous n'avons pas les mêmes réflexes que les ministres de la communication, mais il faut que vous fassiez un peu attention. Il faut laisser vos gens répondre à vos questions. Vital Kamerhe, allez-y, on vous écoute. Sinon, vous serez menacé tout le temps. Alors, heureusement que vous êtes devant un pacifiste, voilà. Donc, ce que j'allais dire, c'est ceci. Ça a été prouvé par les observateurs internationaux. Ça a été prouvé par les observateurs nationaux. Et pas n'importe lequel. L'Église catholique avait dit détenir les preuves que le président Kabila n'avait pas gagné. Le dernier mot revenait à l'organisation, l'institution organisatrice et à la Cour suprême qui siégeait en Cour constitutionnelle. Mais je n'ai pas fini de répondre. Évoluer. Oui, j'évolue. La Cour suprême a investi Kabila. Mais le monsieur Tshisekedi s'est autoproclamé président de la République. Nous avions une crise au sommet de l'État. Et normalement, ce mandat aussi doit prendre fin. Si et désormais, président de la République, Vital Kamerhe. Mais laissez-moi d'abord terminer. Je ne sais pas combien de fois je vais solliciter votre indulgence. Allez-y. La lutte de l'UDPS que nous connaissons, c'était la lutte pour l'impérium du pouvoir. Parce que c'est Tshisekedi qui a gagné, il fallait que Tshisekedi recouvre son pouvoir. Il a même prêté serment dans sa parcelle, devant des magistrats. Alors maintenant, quand vous nous dites aujourd'hui que l'UDPS réclame un dialogue avec Joseph Kabila, que Tshisekedi avait qualifié de quelqu'un qui ment comme il respire, il avait même dit « Ramenez-moi Kabila ligoté, puisque c'est un imposteur qui m'a volé ma victoire ».
Alors je me demande, c'est celui qui a volé, qui a perdu la victoire, qui va aller supplier le voleur pour discuter, ou c'est celui qui a volé pour être à l'aise, qui va aller voir quand même celui qui avait gagné pour dire non, non, négocions, puisque je voudrais vivre en paix. Il y a quand même un problème, mais on est en train de perdre le peuple zaïrois, congolais, j'allais dire. Donc, je voudrais dire ceci. Moi, je ne crois pas que ça vienne du président Etienne Tshisekedi. Je mets ma main au feu. Je ne pense pas que le président Etienne Tshisekedi, aujourd'hui, peut demander un dialogue avec le président. Je voudrais l'entendre moi-même de sa bouche. Qu'il le dise. Et s'il le dit, le secrétaire général de ce parti, mais ça a évolué plusieurs fois. Son fils était ici juste avant vous, qui a dit que vous étiez d'ailleurs son ami, l'a réaffirmé, Vital Kamerhe. Pourquoi vous ne voulez pas croire? Mais Félix, c'est mon ami. Mais ce n'est pas parce qu'il est mon ami que moi je vais dire que non, il est mon ami, mais Etienne Tshisekedi, c'est son père. Mais Etienne Tshisekedi appartient à tous les Congolais. C'est un patrimoine national. Et quand la crédibilité d'un patrimoine national est menacée, il nous appartient à nous tous. Amis de Félix, non, attendez, amis de Félix ou pas, de nous lever pour dire, et si même dans l'hypothèse où le président Tshisekedi l'aurait dit, moi je vais lui dire, monsieur... Si vous ne trouvez pas des cohérences dans ces discours, Vital Kamerhe, vous n'allez pas justifier cela. Pour lui, si hier il a qualifié Kabila d'imposteur et qu'aujourd'hui il demande de dialoguer avec Kabila et que vous ne pensez pas... Est-ce que vous ne vous rappelez pas d'une grande période d'abord que nous avons discuté avec vous ici? À un moment nous avons créé la CVD, la coalition pour le vrai dialogue. Qu'est-ce que l'IDP ça veut dire? Il n'est pas question de dialoguer. Nous devons arracher le pouvoir pacifiquement ou alors nous allons engager le peuple dans la rue. Et Kabila a fait les concertations nationales qui ne cadrait pas avec l'accord d'Addis Abeba. Nous avons dit, nous passons à la vitesse supérieure. C'est comme ça que nous avons convoqué les manifestations du 19 au 25 janvier dernier. C'est pas au moment où le peuple est déjà debout et engagé à prendre ses destins entre ses mains. Au moment où on a perdu beaucoup de gens, au moment où on enterre les gens dans des charniers, que vous allez dire non, nous pouvons dialoguer. Non, moi je crois que l'actualité maintenant, c'est de nous dire ces gens qu'on a enterrés à Maluku, la nuit. Qui sont ces gens-là? À partir du moment où, dans nos différents sièges des partis politiques, nous continuons à enregistrer. À l'UNC, on a enregistré 14 noms, 14 familles qui sont venues chercher les leurs, qui ont disparu entre le 19 et le 25. Au niveau de l'SID, on a enregistré 15 noms. Au niveau des décès de Ngele Photo, on a enregistré un nom, et c'est le petit frère du chauffeur de Maître Loumeya. Nous avons et les noms et les adresses. Ils ne sont pas détenus à la prison. Avez-vous vérifié, Vital Kamerhe? Vous les considérez déjà comme morts ou ils sont en prison? Non, vous savez que sur ce point précis de disparition des gens, le gouvernement nous a rejoints, puisque j'ai entendu le vice-premier ministre, qui a fait même un communiqué dans les journaux d'aujourd'hui, que tous ceux qui ont perdu les leurs le fassent savoir auprès des juridictions. Alors donc nous le faisons, nous l'avons dit avant. Nous avons dit que tout celui qui a perdu un membre de la famille, qui ne voit plus, nous ne disons pas qu'il est mort, qui ne voit plus un membre de sa famille qui aurait disparu durant cette période-là ou pendant l'opération Likofi, qui passe qui passe aux différents sièges de nos partis politiques et nous allons déposer ça auprès des services compétents. Parce que ici le gouvernement avait dit que nous racontons des histoires. Nous voulons amener au gouvernement un dossier bien ficelé avec les noms et les adresses et ils vont vérifier et ils vont se rendre compte que ces gens-là ne sont pas là. Je vous avais dit à l'époque de l'opération Likofi que la famille de Mbouza Mabé était venue me voir, leur fils parce qu'il tressait les cheveux, on l'a confondu avec un Koulouna, il a disparu jusqu'à ils ont demandé audience chez le président de la République. On avait promis qu'on allait les recevoir par la première dame, ils n'ont jamais été reçus. Et jusqu'à ce jour, ces garçons, on ne l'a jamais vu. Et je peux vous donner d'autres exemples, il ne faut pas avoir peur. Donc continuons, puisque je vois que... Non, pas du tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça, Vital Kamerhe. On doit d'abord conclure par rapport à ce sujet du dossier électoral, avant d'entamer justement cette affaire de fausse commune. Vital Kamerhe, aujourd'hui, avant d'aller aux élections, Vital Kamerhe, vous devez avoir un calendrier consensuel. C'est bien cela. Nous savons que les élections, madame, c'est pour amener un peu plus d'apaisement dans un pays.
Vous avez vu nos amis nigériens qui nous avaient déjà habitués à des troubles post-électoraux. Comment des grands leaders peuvent se surpasser avec une commission électorale véritablement indépendante, puisqu'il était critiqué à la fois par l'opposition et par la majorité, et le peuple nigérian a gagné. Celui qui est parti, qu'est-ce qu'il a dit? Pour moi, aucun pouvoir ne vaut le sang d'un seul Nigérian. Et celui qui est entré l'a dit, Goodluck Jonathan, c'est un grand monsieur, il va vivre en paix, que personne ne le dérange, et lui et les siens. Voilà le Congo que nous voulons après le 20 décembre 2016. Il ne faut pas effrayer faut pas effrayer le président Kabila. Règlement de compte après, non. Ça, c'est vous qui le dites. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas effrayer le président Kabila. L'alternance pour nous n'est pas synonyme de vengeance ni de chasse à la sorcière. Il existe une vie après la présidence de la République. Alors, Vitel Kamer, on va parler de cette affaire fausse commune qui a évolué et le gouvernement congolais qui a réagi au travers de deux de ses membres, c'est-à-dire le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a reconnu qu'il y avait beaucoup de lacunes justement par rapport à cette affaire, qui a affirmé, qui a fait d'ailleurs des propositions du genre qu'on devait procéder à la dépénalisation de l'avortement en République démocratique du Congo, qui a soulevé plusieurs autres points, et son collègue de la justice qui a dit qu'il y avait déjà enterrement de plusieurs autres corps, d'ailleurs plus de 400 corps en juin dernier. Ce sont des opérations qui se font souvent et terribles, mais qu'est-ce qui a failli pour que finalement cette fois-ci... Je ne reconnais pas ces deux grands juristes. L'un comme l'autre sont des juristes. Le premier que vous avez cité, Variste Bochab, est professeur de droit constitutionnel. Le second, Tamboué Mwamba, ministre de la Justice, est avocat. Mais tous les deux, ils ont tapé à côté. Une bourde inacceptable. C'est-à-dire, ils n'ont pas de respect pour le mort. On ne peut pas venir nous raconter des histoires, ce que nous voulons. Et quand le gouverneur de la ville arrive alors, il dit, pardon aux Kinois, si j'étais là, on n'allait pas vous enterrer comme on vous a enterré là-bas. Mais c'est très clair, le gouverneur veut se désolidariser pour dire, attention, vos histoires là, moi je ne connais pas très bien. Et puis après, il s'est ressaisi, il dit oui, des indigents. Des indigents. Mais un gouvernement, quand on parle des indigents, la définition du vice-premier ministre de l'Intérieur, la définition du ministre de la Justice, ça veut dire quoi indigent? Et indigent, ça veut dire que toute personne qui t'exclut par le système social, c'est-à-dire quelqu'un qui est sans revenu et il n'y a pas un mécanisme de prise en charge comme c'est le cas en France ou en Belgique, où il y a une mutuelle ou des restos de cœur où les gens vont manger, où il y a des soins gratuits pour des personnes. C'est ça la personne indigente. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si Madame Barbara Nzimbi est hospitalisée en Ngaliema, et comme je ne vous le souhaite pas, vous n'êtes pas en mesure de payer votre facture, mais vous êtes indigente à ce moment-là. Si vous mourrez, on va aller vous enterrer dans une fosse commune, c'est ce que ça veut dire. Mais même si on doit vous enterrer dans une fosse commune, puisque votre famille, attendez, puisque votre famille n'a pas de moyens, on doit quand même nous dire que la famille avait été associée et vous appartenez à quelle famille. Voilà pourquoi la mission parlementaire à la morgue d'Ngaliema et de Mama Yemo avait toute sa raison d'être. Mais malheureusement, ça s'est terminé par un fiasco parlementaire, puisque le président du Parlement va dire, bon, vous avez vu des cadavres, et donc, et les députés Alonga Toussaint, de l'opposition qui a dit, oui, nous avons vu des cadavres, mais la morgue, elle est faite pour héberger les cadavres, pas autre chose. Mais nous avons demandé le registre pour savoir les personnes qui avaient été enterrées ces jours-là, qui seraient venues de Mama Yemo. Elles ont été enregistrées dans quel registre? On n'a pas vu ces registres. Quel est ce magistrat auxiliaire de la justice qui a ordonné tout ça? Rien du tout. Est-ce que le procureur a été saisi puisqu'on a trouvé un corps non identifié? Est-ce que notre police scientifique a travaillé pour ne fût-ce que savoir? Est-ce qu'il y a eu publicité pour qu'on informe l'opinion que voilà, nous venons de 425 corps, madame, vous trouvez ça? C'est de la rigolade. Et voilà, le ministre de la Justice... Cela se faisait dans toute discrétion, hein, il faudrait le dire. Discrétion, vous allez enterrer déjà en toute discrétion quand vous savez qu'il y a possibilité, si on fait la publicité pour dire qu'il y a des corps. D'autant plus qu'il ne s'agit pas des gens qu'on a retrouvés le même jour. L'opportunité de cette publicité, quelle est l'opportunité? Alors, je trouve que vous n'avez pas, alors, vous-même, un peu de sensibilité pour la vie humaine. Vous trouvez un corps devant votre parcelle, Madame Barbara Nzimbi, donc vous allez creuser derrière votre parcelle, en toute discrétion, vous enterrez le corps.
Ce n'est pas un crime. Si vous le faites, le gouvernement ne peut pas vous poursuivre. Pourquoi tout un gouvernement va aller enterrer les gens en catimini la nuit? Ni téter les odeurs. Les gens de Maluku n'allaient pas être alertés. Donc il y a une faute sur le plan politique, il y a une faute sur le plan environnemental, puisqu'on pollue l'environnement, il y a une faute sur le plan social, puisque le gouvernement ne doit pas se bomber la poitrine en comptant le nombre croissant des indigents. Ça veut dire que tous les discours macroéconomiques, de croissance économique, d'enrichissement, et tout le peuple congolais maintenant c'est mieux qu'avant, comme le président l'avait dit, tous ces discours-là sont faux. Comment on peut? Là, on nous a parlé de 421. Maintenant, on nous dit, après une semaine seulement, on a réuni 300. On a été acheter des cadavres, on a fait comment? Donc, ces indigents-là, on les a trouvés où? Puisque nous aurions voulu. Puisque ceux-là qui existaient là, avant de vous poser cette question, il faudrait se dire, les 421 là, ils étaient là depuis quand, Vital Kamerhe? Pour essayer d'évaluer le temps. Les 421 étaient là pour nous, nous considérons que ce sont les gens qui ont péri, ce sont des présomptions pendant les événements, puisque la coïncidence de la date, elle est là. Merci d'avoir précisé que c'est des présomptions, parce que oui, mais c'est clair. Nous sommes vous avez déjà assez de problèmes à la justice comme ça. Oh là là. Allez-y. J'ai pas peur, ne vous en faites pas. Allez-y. Je suis une roche dure, madame, vous pouvez être tranquille. Alors, donc, pour nous, ce que nous voulons, soit la recherche de la vérité. La recherche de la vérité, c'est quoi? Il ne faut pas organiser une journée morgue ouverte, puisque c'est une journée morte ouverte aux Congolais. Les Congolais n'ont pas besoin d'aller dans des morgues. C'est que nous aurions voulu qu'on organise une journée ouverte au charnier de Maluku. L'exhumation des corps, qu'on sorte ce corps-là pour voir s'il n'y a pas de traces de balles et que la police donc scientifique, vous soutenez la nôtre qui n'a pas suffisamment de moyens, qu'elle puisse être aidée par une police scientifique des pays outillés pour que la vérité, puisque le gouvernement n'a rien à cacher, la vérité puisse éclater au grand jour. Les gens ont besoin, pas d'aller à la morgue. Mais cette mission à la morgue, c'était pour aller faire quoi entre nous? Et puis, si le plan juridique, on n'a pas respecté les normes en la matière, on n'enterre pas les gens comme ça, vous venez déjà de le dire, donc c'est le seul problème que vous avez soulevé par rapport à ça, à cela. Quel seul problème? Nous vous avons dit qu'il y a des gens qui ont disparu dans les manifestations du 19 au 25 janvier. On ne les a pas retrouvés. Je vous ai dit tout à l'heure que les noms commencent à tomber. Mais rien ne prouve, rien ne justifie que ce sont ces morts-là, parce qu'il y a des bébés, il y a des fœtus, c'est tectérie. En tout cas, c'est l'approche du gouvernement. Nous revenons encore à l'histoire des fœtus. Mais puisque le porte-parole du gouvernement, dans la précipitation, quand il a fait son point de presse, j'ai encore son document à l'écrit, je vois la dernière ligne de son tableau, il avait dit... il avait parlé de morts-nés qu'on avait appelé abusivement fœtus. C'est lui-même qui l'avait dit. Donc il n'y avait pas de fœtus, c'est des morts-nés. Et puis il avait dit, bon, c'était pas 425, on a dit comptabiliser des fois 4 morts. Mais tout ça, j'ai par cœur, madame. Et quand on compare, j'avais mon papier, mais je l'ai laissé. Quand on compare les chiffres que lui, Lambert Mende, a donné ces jours-là, je crois que je dois avoir mon papier de la morgue de Mama Yemo, quelque part, il faut qu'on me les donne, puisque nous sommes dans une démarche où vous voulez voir la vérité, et vous irez aussi à votre tour à la morgue de Mama Yemo pour aller voir. Il est clair que les chiffres que le ministre de la presse et communication avait donné ce jour-là, au niveau du total, c'est le même total, mais au niveau des rubriques ou des différents chiffres, ce n'est pas la même chose. Et ça, j'aimerais, puisque je l'ai répété à plusieurs reprises, j'aimerais qu'on puisse prendre ça en image. Lui, il avait parlé de, c'est pas 50 combien. Quand vous prenez tout ça, les seuls chiffres qui coïncident, c'est 300 morts-nés le 19 mars. Mais avant le 19 mars, c'est 0 morts-nés. Donc ce jour-là, vraiment, pendant tous ces mois, il n'y a pas eu de morts-nés. C'est quand même curieux. Mais quand vous regardez, tous les autres chiffres sont divergents. Mais vous n'avez pas fait attention à quelque chose. Il y a les nota bene. Les 3 premières inhumations ont eu lieu au site de Mikonga. La dernière a eu lieu au site de Maluku. Il n'y a pas que Maluku. Il y a Mikonga, nous devons aussi aller voir à Mikonga et le gouvernement doit nous dire... C'est ce que le gouvernement a dit, il y a plusieurs sites d'ailleurs. Non, il a dit quoi? Après que les gens... Cela a rejoint le gouvernement. Il a dit après que les gens aient découvert la vérité. Nous disons pour nous, il s'agit bel et bien d'un crime
contre l'humanité. Vital Kamerhe, et les auteurs doivent être identifiés et poursuivis. On va conclure deux petites dernières questions, Vital Kamerhe, s'il vous plaît. Il y a encore plusieurs dossiers, mais je pense qu'on va en parler prochainement. 1 500 000 euros, hein, c'est Didier Reynders qui a annoncé cela, justement pour diligenter les enquêtes. Aujourd'hui, le gouvernement congolais parle des enquêtes unilatérales. Vous remerciez le gouvernement belge? Oui, le gouvernement congolais parle des enquêtes unilatérales, c'est-à-dire le procureur général de la République s'est déjà saisi de cette affaire. Qu'attendez-vous des résultats? D'abord, je vais dire des choses. Il y a quelque chose qui m'a choqué parce que vous avez, par pudeur, je crois que vous avez peur. On vous a tellement secoué que vous commencez à avoir peur de dire. On m'a pas secoué, s'il vous plaît. Alors, je vous dis, le ministre de la Justice, je n'ai pas apprécié. Un gouvernement ami nous fait don de 1 500 000 euros. D'abord, je rappelle, c'est l'argent des contribuables belges qui aurait pu être utilisé à autre chose en Belgique. Il dit c'est des cacahuètes pour un pays qui se disait vouloir supporter toutes les élections, il s'est mis à rire. Mais le même gouvernement, quand la CENI lui demande 46 millions de dollars, il donne à la CENI 5 millions. 5 millions de dollars, c'est à peu près 3 millions d'euros. Et nous disons, pour nous, cet argent, elle est bienvenue. Et l'enquête indépendante, quand on n'a rien à cacher, et quand nous n'avons plus confiance à notre justice, nous voulons bien qu'à cette enquête du procureur général de la République soient associés d'autres experts internationaux. On doit exhumer les corps. Les Nations Unies doivent s'impliquer. Avec l'aval du gouvernement de la République. Vous savez qu'à un moment donné, les questions... non, attendez, madame, vous êtes en train de rêver debout. Les questions humanitaires, on a massacré les gens. C'est votre point de vue. Ce n'est pas mon point de vue. Vous massacrez les gens, madame, vous perdez la légitimité. Vous devez prouver que vous n'avez pas massacré. Vous avez massacré, c'est un crime contre l'humanité. Ce gouvernement-là n'est plus censé parler au nom du peuple congolais. Alors c'est pourquoi nous disons ce sont des présomptions. Alors pour que ce gouvernement sauve sa peau, et là, il a intérêt à laisser cette enquête se dérouler en toute transparence. Je vous dis, retenez la date d'aujourd'hui. Si les gouvernements multiplient des obstacles autour de cette question, ils sont en train d'enterrer le président de la République malignement. Et moi, je vois ces gens-là. Je me souviens de l'époque de Mobutu. Il y avait des durs à cuire autour du président Mobutu qui, eux, par la transhumance, se retrouve aujourd'hui à côté de Kabila, mais le maréchal Mobutu est bel et bien parti, et sa famille, tout le monde l'a oublié. Vital Kamerhe, les avertis pensent qu'aujourd'hui, c'est une sorte de pression qu'on est en train de mettre sur Joseph Kabila, c'est-à-dire la pression qu'on a mise sur la publication du calendrier électoral, l'appel de Barack Obama aujourd'hui, qui a demandé à ce que Kabila puisse respecter le délai constitutionnel, que les élections se tiennent au respect du délai constitutionnel. Aujourd'hui, fausse commune, d'aucuns estiment, une opinion en tout cas, estime que c'est une pression qu'on est en train, que la communauté internationale est en train de foutre sur Joseph Kabila. S'il vous plaît, laissez-moi finir la question en vue de charger son casier judiciaire. Est-ce que vous partagez cette approche, s'il vous plaît? Vous savez que vous avez parlé 3 fois plus que moi. Répondez, on va conclure. C'est ma question. Alors, maintenant, quand vous dites pression, quand on fait pression sur quelqu'un, ça signifie quoi? Vous savez que ça veut dire implicitement que la personne n'a pas voulu faire ce qu'il était censé faire de son propre gré. C'est pourquoi on fait pression. 2, je voudrais dire, pour nous, il n'est pas question de faire pression. Le peuple congolais est déjà debout. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, il n'y a plus d'autre alternative que d'avoir des élections crédibles. Et nous disons, nous ne voulons pas la violence dans notre pays. S'il vous plaît, que le président Kabila recouvre son leadership, qu'il parle avec les siens, qu'il écoute les G7 de chez lui là-bas, les 7 qui lui ont écrit, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où la majorité au pouvoir est en train de se désarticuler, et l'opposition est en train de se consolider. Et c'est déjà, ça annonce déjà la victoire pour l'opposition en 2016. Mais que nos amis ne se fâchent pas. L'opposition, nous l'avons goûté. Qui viennent aussi goûter l'opposition pendant un temps. Plus tard, ils reviendront au pouvoir. La République marche ainsi. Sarkozy était au pouvoir, aujourd'hui il est opposant. Hollande est président de la République. Merci Vital Kamerhe d'avoir répondu à notre invitation. À vous également, mesdames, messieurs, un grand merci de nous avoir suivis. Vous avez suivi cette grande émission Question d'actualité qui a été consacrée aux différents sujets d'actualité. L'émission de ce soir qui a reçu pour vous le président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe. Tous les plaisirs étaient pour moi de vous présenter cette émission que vous allez suivre en rediffusion ce dimanche sur Congo, mais aussi sur www.dossierDafrique.com, sur la page Facebook Barbara Nzimbi officielle. D'ici là, portez-vous bien et je vous retrouve très prochainement. Ça sera avec le même plaisir. Bonsoir.